Nous sommes à Vrindavan. Cette ville se situe dans la région de l'Uttar Pradesh, au nord de l'Inde. On peut y entendre couler la Yamuna, un affluent du Gange et une rivière sacrée. Au sein de la ville sont disséminés de nombreux temples. La plupart sont dédiés à Krishna. Dans la tradition hindouiste, Krishna est le 8e avatar de Vishnu, une des 3 divinités majeures de l'hindouisme. Selon la légende, Vrindavan serait le lieu où Krishna passa sa jeunesse. Cela fait de la ville un important lieu de pèlerinage. À côté de cela, Vrindavan s'illustre par un phénomène particulier. C'est un lieu où viennent s'y réfugier un nombre important de femmes ayant perdu leur mari. Assez logiquement, la ville s'est vue recevoir le nom de Cité des Veuves. Ces femmes sont souvent couvertes du sari blanc. Cette tunique symbolique est le signe qu'elles ont perdu leur mari. Les veuves sont d'un nombre qui varie de 2000 à 10 000, voire 20 000 selon les sources. Elles sont en exil, ayant fui la société où la perte du mari est vue comme un opprobre. Considérées comme des parias, des êtres nuisibles, leurs conditions de vie sont déplorables. Lorsqu'elles n'ont pas la possibilité de dormir dans un refuge, elles dorment au bord des routes. Elles sont contraintes de se lever aux petites heures du matin pour effectuer des chants religieux. Plusieurs heures de cette pratique leur permettent de gagner de quoi survivre. Ces femmes sont physiquement vivantes, mais socialement mortes. Pour expliquer ces conditions de vie, il faut se pencher sur la société indienne. Le monde indien est un monde millénaire. C'est une mosaïque de langues, de cultures et de religions. Traversée par des civilisations et des empires, elle est placée sous domination britannique jusqu'à son indépendance en 1947. Cette indépendance sera suivie de l'épisode de la partition des Indes, se traduisant par la création du Pakistan, à majorité musulmane, et de l'Inde telle qu'on la connaît aujourd'hui. Si l'on s'en réfère au PIB, elle est aujourd'hui la 7e puissance mondiale. Second pays en termes de population avec ses 1,3 milliard d'habitants, elle est amenée à devenir dans la prochaine décennie le pays le plus peuplé en dépassant la Chine, son imposant voisin. Présentée comme la plus grande démocratie du monde, toute la population n'a pas accès au vote. La pauvreté reste encore très présente en Inde, bien que sa croissance économique effrénée la fasse reculer. Dans la société indienne, la condition de la femme a varié au cours des époques. Après l'indépendance, il y eut une extension du rôle de la femme dans la société. L'égalité entre les hommes et les femmes et l'absence de discrimination par l'État est garantie par la Constitution. Une femme, Indira Gandhi, fut d'ailleurs première ministre de l'Inde entre 1966 et 1984. Malgré un certain nombre de politiques, les problématiques liées au statut de femme demeurent. Le ratio sexe en Inde est de 919 femmes pour 1000 hommes. Selon certaines sources, il manquerait 63 millions de femmes dans la population. C'est le phénomène des missing women, décrivant un manque dans le nombre espéré de populations féminines dans un pays. En Inde, cela s'explique notamment par la pratique des homicides des bébés-filles avant ou après la naissance ou du fait de mauvais traitements. L'Inde est une société patriarcale présupposant que l'homme est le responsable et le chef de famille. Le système d'héritage est patrilinéaire, impliquant une transmission des propriétés qui relèvent du lignage masculin. Les femmes sont traditionnellement celles qui s'occupent de l'éducation des enfants, induisant une arrivée sur le marché du travail en général plus tardive. De plus, leur taux d'alphabétisation est plus faible, de la même manière que le décrochage scolaire est plus élevé. Ainsi, s'il existe des droits constitutionnels pour les femmes, ils ne sont souvent pas mobilisés par ignorance ou manque d'information. En plus de cela, les violences à l'égard des femmes sont fréquentes, pouvant aller jusqu'à l'homicide. Il faut dire que la société indienne est parfois encore traversée par des croyances superstitieuses.
Ces dernières sont le fruit de croyances anciennes et diverses selon les régions, certaines plus ou moins répandues de nos jours. On peut notamment citer la pratique du sati, une coutume funéraire qui prend son origine dans la mythologie hindoue, dans laquelle la veuve doit rejoindre son mari défunt sur le bûcher. Bien que cette pratique soit interdite, des cas récents ont été observés. En 1987, une jeune femme de 18 ans du nom de Rope Kanwar fut immolée de force avec son mari décédé un peu plus tôt. L'événement provoqua des manifestations à travers le pays, mettant en avant un décalage dans la société indienne entre un monde traditionnel et un monde qualifié de moderne. Cette affaire donna lieu à des lois qui interdisent et tentent de prévenir cette pratique, mais elle a encore cours de manière ponctuelle dans certains villages du nord de l'Inde. Revenons sur le cas particulier des veuves. Le veuvage étant mal perçu en Inde, ces femmes subissent ainsi une double discrimination. Étant au nombre de 40 millions au début du millénaire, les veuves auraient en moyenne un taux de mortalité de 82% plus élevé que les femmes mariées du même âge. La différence d'âge entre les femmes et leurs maris étant souvent assez importante, cela augmente la probabilité de devenir veuve au cours de sa vie. Les veuves sont de mauvais augure, elles sont celles qui n'ont pas pu protéger leur mari. Cela se traduit par de la négligence, des abus, de l'exploitation, de la violence sexiste. Lorsqu'une femme perd son mari, elle abandonne ses vêtements colorés et la nourriture épicée et est contrainte de vivre une vie de célibat dans un plan spirituel, dépossédée de ses propriétés. Elle devient dépendante de la miséricorde des membres masculins de sa famille. S'amorce dès lors une existence de misère écrasée sous les contraintes sociales, économiques et culturelles dans laquelle elle lutte pour sa survie. La discrimination envers les veuves est donc à mettre en lien avec certaines croyances encore ancrées dans la conscience de bon nombre d'individus. Ces croyances ont en général pour origine la religion et la mythologie hindoue, bien que cela puisse venir de mauvaises interprétations. Toujours est-il que cette croyance persiste, selon laquelle la femme doit porter le blâme de son mari décédé, car ce serait la manifestation de ses péchés antérieurs. Nous reviendrons un peu plus tard sur l'origine de ces discriminations dans les textes anciens, mais penchons-nous d'abord sur la structure sociale de l'Inde, qui dans de nombreux cas, s'emploie à les favoriser. Ainsi, il faut porter un regard sur la reproduction de la masculinité au travers des différentes institutions pour comprendre le statut des veuves en Inde. Pour ce faire, il faut porter un regard sur le phénomène qui structure encore aujourd'hui cette société, les castes. La structure des castes et leur idéologie continuent de jouer un rôle majeur. Les castes sont ces groupes sociaux qui subdivisent la société. Le phénomène est sociologiquement complexe, mais on peut le définir comme des groupes qui se basent sur la classe sociale ayant un fonctionnement très hiérarchique. Ces groupes se fondent sur l'hérédité ainsi que l'endogamie, ce qui signifie que les individus choisissent majoritairement, voire exclusivement, leur époux ou épouse au sein du même groupe. Ces castes transmettent des codes, des normes et des mœurs aux individus. On distingue différents types de castes hiérarchisés selon leur rang, qu'on appelle le varna. Au sommet, nous avons les brahmanes, dont la fonction est d'assurer les services religieux. Ensuite, les kshatriyas, les guerriers, puis les vaishyas, qui sont à l'origine des propriétaires cultivateurs. Enfin, les shudras sont des petits agriculteurs et éleveurs. Les intouchables, ou dalits, sont les individus socialement considérés comme hors des castes, s'occupant des métiers jugés impurs et victimes eux aussi de nombreuses discriminations. Les castes ont des interprétations qui peuvent varier concernant les veuves, mais qui est déterminant pour le reste de leur vie. Dans les castes inférieures, les veuves ont en général plus de liberté que dans les castes supérieures. C'est en effet chez les brahmanes que les limitations sont les plus strictes et les discriminations les plus grandes. Il y a cette croyance que l'honneur des hommes repose sur le comportement de leurs femmes, ce qui se traduit par un contrôle étroit de cette dernière. Elles doivent porter le sari blanc sans corsage et renoncer à tout type de décoration et cosmétique, à tout plaisir gustatif ou artistique, et rester isolées. Lorsqu'elle se marie, la femme appartient à sa belle famille, qui peut ainsi décider de son sort à la mort du mari. Cela se fera notamment via la décision sur les biens et terres qu'elle pourra recevoir. Même si la loi indienne prévoit une éligibilité égale entre les hommes et les femmes concernant l'héritage, la pratique réelle est tout autre et les veuves sont pour la plupart privées de leurs droits légaux. Elles n'ont pas la possibilité de retourner dans leur ancienne famille car elles ont rompu les liens avec cette dernière dès lors qu'elles se sont mariées.
On appelle ce phénomène la patrilocalité. En général, quand le mari meurt au sein d'une caste, cela crée des conflits d'héritage qui se traduisent souvent par de la violence et l'exclusion des veuves de la famille et du village par peur que celles-ci héritent d'argent ou de biens. Ces maltraitances entraînent un taux de mortalité important chez cette population et les féminicides sont courants. Le système des castes se définit par les concepts de prestige et d'honneur. La perpétuation de ce système à travers l'Inde garantit une masculinité basée sur l'oppression des femmes, mais aussi des hommes des catégories inférieures. Comme évoqué précédemment, le mariage est socio-culturellement déterminant dans la vie d'une femme. Il y a dans les perceptions l'idée que la femme est définie par sa sexualité. Le mariage serait ce qui en garantit la sauvegarde, principalement à un âge où il est considéré que son énergie sexuelle abondante doit être canalisée. Le contrôle de la sexualité fait partie des bonnes aptitudes de mariage d'une femme et constitue une de ses obligations. Le choix du conjoint n'est pas une affaire individuelle mais collective. Il se fait au sein de la famille ou du groupe auquel appartient la femme. Les fiançailles s'accompagnent en général du versement d'une dot qui est source de nombreux endettements et de violences domestiques lorsque celle-ci n'est pas totalement versée. Les dowry deaths, dénoncés depuis les années 70, désignent littéralement les décès liés à la dot. Le mariage confère à la femme une légitimité indispensable dans la société, de la même manière que la mise au monde d'un enfant la délivre de la honte liée à l'infertilité. Il convient cependant de préciser à cet égard que si cette situation peut paraître injuste, ce n'est pas forcément ressenti comme tel de la part des Indiens ou Indiennes. En effet, il arrive souvent que ces derniers s'en remettent avec confiance à leurs parents, plus expérimentés, concernant ce choix. Bien que porter un regard totalement objectif est de l'ordre du fantasme, il convient d'éviter au maximum le regard occidental que l'on peut avoir sur ces questions. Mais revenons au mariage. L'homme a, quant à lui, le devoir de procréer. Si l'enfant est une fille, il a le devoir de la donner en mariage, ce qu'on appelle le kanyadan, ou don de la fille. C'est la bonne réalisation de ces devoirs qui peut permettre à l'homme d'obtenir un bon karma, acte de la vie actuelle qui détermine le statut de chacun dans la prochaine vie. Ici encore, on voit que l'institution du mariage, en plus de permettre le renforcement du pouvoir masculin sur la femme, rend le statut des veuves inutile pour la société. Pour aller plus loin, penchons-nous désormais sur la religion et la mythologie hindoue. L'hindouisme est pratiqué par environ 80% de la population indienne. Il se subdivise en plusieurs écoles, mais la majorité des hindous suivent l'autorité du Veda. Le Veda est un corpus de textes anciens qui auraient été révélés par Brahma, le dieu créateur, aux rishis, les sages, avant d'être transmis de brahman en brahman. Dans la mythologie qui en découle, les figures de Sita et Savitri sont ici intéressantes. Il s'agit en effet de figures féminines dont la chasteté et le dévouement envers leur mari en font des modèles pour les femmes hindoues. Les hommes ont depuis des temps immémoriaux porté un intérêt primordial vis-à-vis de ces textes. La sexualité des femmes y fait l'objet de descriptions considérables, mais la part belle est faite à l'épanouissement sexuel des hommes et leur procréation. Dans le Mahabharata, la grande guerre des Bharata, grand poème mythologique fondateur de l'hindouisme et extrêmement populaire en Inde, nous pouvons trouver ceci. Une femme était à la fois une déesse et une esclave, un saint et une prostituée. La convoitise d'une femme ne connaît pas de limite. Personne ne peut satisfaire les envies d'une femme libidineuse. Sa tromperie est aussi globale que sa convoitise et elle est incorrigiblement inconstante. On peut mieux comprendre en lisant ces versets l'idée persistante selon laquelle la femme doit se marier en atteignant la puberté au risque de ne plus pouvoir contrôler sa libido. Cela renforce l'idée que la femme se définit par sa capacité à satisfaire l'homme et le permettre de procréer pour perpétuer son lignage. Ainsi, la perte du mari signifie pour la femme la perte de l'objet de sa sexualité, la perte de son identité. Elle devient socialement rien, socialement morte. Nous pourrions aller plus loin en nous intéressant à la littérature indienne, particulièrement celle des années 90, ou au cinéma, dans lesquels nombre de croyances et stéréotypes sont véhiculés. Dans un pays comme l'Inde, les sources de discrimination sont diverses et une société si complexe implique que l'on comprenne qu'il y a une multitude de situations. Il convient dès lors d'éviter les généralisations. Toujours est-il que si être une femme en Inde peut être difficile, être veuve l'est encore plus.
Ces raisons expliquent leur importante migration vers Vrindavan. Autrefois appelée cité des temples, elle est à la suite de ce phénomène devenu dans le langage courant la cité des veuves. C'est une ville qui semble figée dans le temps. Elle fut redécouverte en 1515 par Mahaprabhu qui chercha à localiser le lieu saint du Seigneur Krishna. Selon les croyances, après une errance dans les forêts alentours, il découvrit la ville grâce à ses pouvoirs spirituels. On ne sait pas exactement ce qui pousse les veuves à se rendre spécifiquement à Vrindavan. Celles-ci viennent de toute l'Inde, en particulier du Bengale, région géographique du nord-est. Là-bas, elles attendent la mort, le moment où elles rejoindront leur mari défunt. On les trouve dans les rues, de même que dans les ashrams, qui sont des lieux isolés d'ermitage. Pour survivre, elles chantent des hymnes dans les temples environ 3 à 4 heures par jour. Leurs conditions de vie sont dramatiques, malgré certains efforts faits par le gouvernement. Le trafic humain, souvent sexuel, particulièrement des jeunes veuves, est une pratique existante. Dans les ashrams, elles vivent souvent sous la tutelle du propriétaire qui rémunère leurs champs en riz et lentilles. Vrindavan n'est pas la seule ville abritant des veuves. Varanasi, aussi appelée Bénarès, également dans la région de l'Uttar Pradesh, en abrite aussi. Dédiée à Shiva, c'est la ville qui accueille le plus grand nombre de pèlerins en Inde. C'est sur ces images que cette vidéo se conclut. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour émettre des remarques, précisions ou éventuelles corrections sur tout ce qui a été dit. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez être mis au courant de la sortie de nouveaux contenus, ce qui devrait arriver prochainement. Cette chaîne a pour but de s'intéresser à des phénomènes sociaux à travers le monde. Aujourd'hui, nous parcourions la péninsule indienne, la prochaine fois nous mènera vers d'autres lieux.